chasseur de dragons? Encore une série avec des dragons dans le titre, tu vas finir par embrouiller le public. Oh ça va, je choisis pas les titres des séries que je chronique. Bon alors tu te rappelles? Oui et non. C'est quelque chose d'assez paradoxal avec cette série, on aime beaucoup regarder sur le moment et on se souvient de l'avoir vu longtemps après, mais ce qui reste en mémoire c'est l'ambiance générale, pas tellement les détails des épisodes en fait. Ça peut tenir à plusieurs trucs. Déjà, ça peut venir du fait que les personnages principaux, non seulement c'est des adultes, mais en plus c'est des adultes auxquels on n'a pas envie de s'identifier étant enfant. Bien que très doués dans leur domaine respectif, ce sont des losers malchanceux qui vivent de la charité de leur hôtesse. Ils ont du caractère et un background, certes, mais rien chez eux n'incite à rêver, à avoir envie de vivre auprès d'eux dans leur univers. C'est marrant, il me rappelle quelque chose. Je t'ai sauvé. Enfin, Pumba m'a aidé. Un peu. Oh non, mais laisse ces trucs en dehors de ma review. Le design du petit, Guizdo, est typique de l'esthétique école des gobelins, ce qui est déjà un gage de qualité. Le design du grand Lianshu est plus atypique, mais la comparaison est pertinente quand même. On a effectivement le petit Tenyu énergique qui est apparemment le leader et ne brille pas par son honnêteté. Ah, Lianshu, tu tombes bien. Saurais-tu où Janine cache le saucisson par hasard? Le bon, hein, pas celui pour les clients. Hein. Et le grand, puissant, apparemment un peu bonnet mais beaucoup plus sage et plus soucieux d'autrui que le petit. C'est pas que Guizdo n'est pas soucieux d'autrui, c'est que pour lui, autrui, ça se résume à Lianshu. Le reste du monde, c'est juste un obstacle à leur épanouissement personnel. Tu crois qu'on pourra bientôt se la payer, notre petite ferme, Guizdo? Ça perlote que oui. À ce rythme-là, on est bien parti, hein. Bref, effectivement, quand t'as 8 ans, c'est dur de t'identifier à ces Timon et Pumba humains. La présence d'une petite fille avec eux devrait pallier ce problème, mais non, car contrairement à la plupart des petites filles de dessins animés, Zaza est réellement une petite fille. À part pour faire preuve d'une empathie que les héros ne sont pas en mesure d'avoir, elle sert avant tout à jouer le rôle de boulet chiant qui ralentit les héros en se mettant en danger parce qu'elle surestime ses compétences. Bah ouais, une petite fille quoi. Quant au quota féminin de la série, elle a été conçue pour ne pas faire rêver. Guizdo, dois-je te rappeler qu'un client, c'est une personne qui paye ses notes en temps et en heure? Alors tu vas me faire le plaisir d'éplucher ses pommes de terre, et ça sans discuter, c'est compris? On n'est même pas dans un cas de enfin une série qui donne le beau rôle aux grosses comme dans Malo Corrigan. Non, le fait qu'elle soit grosse n'est qu'un code graphique destiné à camper le personnage. Janine est à la fois le dragon le plus dangereux que Lianshu et Guizdo ont à affronter et le plus facile à dompter. Ses tendres sentiments pour Guizdo, non réciproques à défaut de la rendre aveugle, la rendent extrêmement peu regardante sur le fait qu'on abuse de sa patience et de sa gentillesse. Vous êtes chasseur de dragons, c'est ça? J'ai bien connu des chasseurs de dragons autrefois. Ils ont même logé ici, figurez-vous. Seulement voilà, un jour ils sont partis comme des ingrats en promettant de ne jamais revenir. Vous pouvez le croire, ça? Non, pas vraiment. Nous, en tout cas, vous pouvez être sûr qu'on n'est pas comme ça. Si on était parti, on serait sûrement revenu. Définitivement? Définitivement. Comme les trois autres personnages précités, elle est attachante parce qu'imparfaite. Les défauts de Guizdo, Lianshu, Janine et Zaza font qu'ils sont humains et crédibles en tant que personnages. En fait, tous les personnages de cette série, jusqu'au plus humble figurant, a ce côté attachant parce que humain. Oh, vous avez bien dit que le prince avait dormi dans votre lit. Donc si vous dormez dans le mien, ce sera un peu comme si le prince y avait dormi lui aussi. Et utiliser ce genre de recette pour construire un personnage, c'est atypique pour une série pour enfants. Il faut dire que c'est une série humoristique, mais un humour basé sur le comique de situation, pas sur les aspects caricaturaux des personnages comme dans Hey Arnold. D'où sans doute le fait qu'on ne retienne avant tout que l'ambiance et pas les histoires qui sont somme toute des histoires assez classiques qui arrivent à des personnages atypiques dans un univers atypique. Il y a d'autres univers qui sont construits comme ça, avec des îles flottant au milieu du ciel, la lumière d'Ixos, Skyward Sword. Ah ça c'est sûr que c'est pas une première ni une dernière, mais quand on a vu Chasseur de Dragons et qu'on voit un monde comme ça en 1000 morceaux dans une œuvre de fiction, on a tendance à se dire bah tiens c'est comme dans Chasseur de Dragons, c'est la première référence qui vient à l'esprit. Au départ, ce monde était censé être le nôtre après un cataclysme qui l'aurait rendu comme ça, aurait dragonifié toute sa faune et aurait ramené sa population au Moyen-Âge. Finalement, dans la saison 2, c'est un monde qui a été créé comme ça, par un dragon. Et c'est dommage de renoncer à cette idée de futur post-apocalyptique. Surtout si c'est pour caser, dans la même saison, des références au monde réel aussi énormes que Guizdo chantant la Marseillaise. Réjouissez-vous, futurs collègues, votre heure de gloire est arrivée. Mais bon, c'est quand même bien introduit, donc ça passe. Ça passe surtout parce que le petit je ne sais quoi qui rend la série si particulière ne se base pas sur le statu quo post-apocalyptique. Il se base sur le fait qu'on assiste au quotidien d'une humanité qui survit dans un univers où sa survie est plus qu'improbable. Et il y a si bien réussi que les éléments les plus fantastiques de cet univers n'ont rien d'étonnant pour elle.
falloir te presser. Si tu pouvais le terminer, qu'on se fasse payer et qu'on rentre à l'auberge. C'est un grand volant à long cou. On l'appelle aussi l'horreur rose. C'est le genre de bestiole capable de vous griller un mouton à plus de 30 mètres. Et qu'est-ce qu'il lui raconte, Hector, à l'autre dragon, hein? Il lui raconte une histoire drôle. Ben voyons, cette bonne blague. Cher client, vous allez rire. Il me semble qu'il y ait un léger quiproquo quant à la taille de votre dragon. Je me dois donc d'invoquer la clause 5 du contrat qui nous lie, à savoir... Sauf qu'il peut. C'est bien ce que je craignais, un marteau-pilon. Un Platyssus, marteau, pilonus, horribilis. Et un beau spécimen avec ça. En tout cas, monsieur, vous nous avez drôlement impressionnés dans la mine. Oh, c'était rien ça, mon garçon, juste la routine habituelle. La routine. Ça s'atténue quand même un peu ce décalage comique entre le spectaculaire des événements qui se produisent et le peu de réaction des personnages si on décide que leur univers a toujours été comme ça. C'est plus rigolo de penser qu'on assiste au quotidien à une humanité qui a dû apprendre au fil des siècles à attraper l'autre source au lasso. Ça atténue, mais ça disparaît pas complètement, parce que ces histoires n'ont rien d'épique, ni collégramme. C'est effectivement la routine. Et le fait que l'univers soit rempli de figurants Marvel renforce le côté décalé. Vous en faites pas, l'ami, ce sont les premières minutes qui sont désagréables. Il y a tout de même une Marissou dans cet univers. Même pas. Elle est empêchée d'être une Marissou par le fait qu'on la voit peu, et qu'elle est aussi malchanceuse que les héros pour ce qui est de réclamer le paiement pour service rendu. Quant au héros, c'est un personnage de Jumanji. Il se conduit de manière littérale comme un personnage scripté exprès pour faire obstacle au joueur et il a une tête de personnage de Jumanji. Oh, mon brave, je sais combien c'est un honneur pour vous, mais je n'en apprécie pas moins le geste. Mais tout de même, il y a un changement d'état d'esprit entre les deux saisons. Le fait que Lian Shu change de voix et par conséquent un peu de caractère, c'est déjà perturbant en soi, mais la saison 2 se rend également coupable d'idée foireuse numéro 7. Le principal changement, c'est que dans la saison 1, c'est Lian Shu qui est détenteur du savoir concernant les dragons, et dans la saison 2, c'est Guizhou. Ça n'a l'air de rien dit comme ça, mais ça implique une remise en question de comment percevoir l'univers, et cette remise en question est tout aussi bouleversante que de renoncer à ce que ce soit un univers post-apocalyptique. Ce qui distingue le savoir de Guizhou du savoir de Lian Shu, c'est que Guizhou sait lire et écrire. Il est d'ailleurs suffisamment cultivé pour savoir ce que c'est que le théâtre et à quoi ça sert. Oui, continue. Imprègne-toi de ton personnage. C'est ça une tragédie ? Non, jeune fille, sache que la tragédie est en réalité une noble forme d'art offrant une vision symbolique du monde, une vision fondée sur le contact entre un récit écrit et l'identité profonde de l'acteur. Ce contact quasi fusionnel, ce choc de la pensée figée et vivant constitue un rituel par lequel l'âme humaine s'élève pour atteindre une forme de transcendance sacrée. Tu as compris ? Non. Il est d'ailleurs le seul personnage à savoir lire et écrire, à part le médecin aveugle et leur mascotte Hector. On reviendra sur Hector. Donc Guizhou sait lire. Et ça change tout. La chasse aux dragons dans la saison 1, c'est une tradition orale qui se transmet de chasseur de dragons en chasseur de dragons. Celle de la saison 2 est une recherche d'informations que Guizhou consigne dans son Dragonomicon. Si ça vous rappelle rien... Contrairement aux Rokul, les pièces à bec ont mauvais caractère. Il est fréquent qu'ils attaquent d'autres Pokémon et même les humains. Le Dragonomicon en question, non seulement il n'en est pas l'auteur dans la saison 1, mais en plus il trouve que c'est une idée débile. Le fait de faire de nos héros des chercheurs et de donner ce caractère plus sympathique à Guizhou serait pas gênant en soi, si ça réduisait pas le rôle de Lian Shu à celui de grand bonnet qu'il n'est pas dans la saison 1. La saison 1 avait un caractère plus équitable avec Guizhou qui avait la culture et le bagou nécessaires pour assurer le côté commercial de l'affaire, et Lian Shu qui, sous ses dehors de bonnet, était une encyclopédie vivante et le sage dans la saison 1. L'avantage du changement, s'il y en a un, c'est que ça supprime la dichotomie oralité égale sagesse, écriture égale escroquerie. En Dragonomicon, l'écriture sert surtout à Guizhou à peaufiner des contrats particulièrement retors qu'il fait signer à des clients illettrés. Tenez, vous faites une croix là, ici, ici et là. Faites une croix ici, ici et là. Alors vous faites une croix ici, ici et là. Il a signé ici, ici et là. La rédaction de contrats avantageux est une telle passion chez lui que c'est tout ce qu'il fait de son temps libre. D'ailleurs, ses amis l'ont bien compris. N'ouvre pas ton cadeau, Guizhou. Ce sont des plumes toutes neuves pour tes contrats. Et ça se voit jusque dans sa façon de faire une demande en mariage. Écoutez, j'ai une proposition à vous faire, une sorte d'association. J'ai préféré l'écrire noir sur blanc, c'est tout de suite plus joli sur du papier, non? Vous n'avez qu'à signer ici, ici et là. Notons d'ailleurs que le refus de l'écrit est visiblement délibéré chez les habitants de ce monde. Le chef des nains de Zimbronel sait écrire, mais il signe quand même d'une croix. À force de vivre dans un monde de super créatures aux super pouvoirs surpuissants, les gens ont dû désapprendre à communiquer d'îlot en îlot, ce qui rendait l'écriture inutile.
D'ailleurs, il est peut-être temps qu'on parle de ces super créatures aux super pouvoirs surpuissants qui donnent leur nom à la série. On les appelle dragons, mais très peu ont une tête de dragon telle qu'on les connaît. Il y en a même qui ont des bouchons de piscine gonflables. Et d'autres qui ont des noms directement inspirés des Shadok. Jejene, viande exquise, très dur à capturer, il électrocute ses ennemis, ce qui en fait un plat rare et cher. C'est un peu comme les Pokémon. Il y en a plus de 150 que tu dois attraper. Devenir chasseur de dragons, c'est ta destinée. Ce qui les distingue des animaux, apparemment, c'est qu'ils ont des pouvoirs surnaturels. Ce qui les rend d'autant plus nuisibles et dangereux. Mais il y en a quand même qui sont récurrents. Justement, les Jejene, ils sont à la fois dans 2 épisodes et dans le film. Et puis il y a évidemment ceux de l'épisode 26 de la saison 1 qui est l'épisode des images recyclées, et très ingénieux s'il en est d'ailleurs. Cette histoire de dragon récurrent nous amène à Hector, la mascotte du groupe. C'est un dragon. Sa tête de Quick Quick qui aurait été mordu par Draculito, sa force herculéenne et le fait qu'il crache du feu dans le film, ne laisse aucun doute à ce sujet. Et pourtant la plupart des figurants ont l'air de le prendre pour un chien, et parfois même les protagonistes ont l'air de remettre en question son caractère draconique. Mais il le dit sans cesse pourtant. Parce que oui, il parle. Enfin... Un grapouille, pas bonne idée, pas juste. Très triste, mon frère, dis Hector, est-ce que tu pourrais arrêter de te plaindre 2 secondes? C'est fatigant pour tout le monde. Il parle comme Scooby-Doo, c'est pas facile à comprendre. Mais il parle quand même. Beaucoup de dragons parlent d'ailleurs. Mais les humains font comme si c'était pas le cas. Alors dis-moi, chasseur, tu es fier de toi? Moi aussi je chasse, tu sais. Mais ce n'est pas pour l'argent. Non, c'est seulement pour me nourrir et me défendre. Aussi sache que si tu triomphes de moi, je reviendrai. On apprend dans la saison 2 que ce sont en réalité les humains qui parlent le dragon. Mais pour communiquer avec eux, j'ai dû bien sûr leur apprendre à parler. Leur apprendre à parler? Vous voulez dire que je parle dragon? Ah, tu ne le parles pas, tu le baragouines. Hector se fait pour ainsi dire totalement exploité par Guizdo. Il fait toutes les tâches de domestique. Ah, et puis tiens, Hector, tant que t'y es, frotte-moi tout ça au savon. C'est important de laver ses liquettes au moins 1 fois par an. Je tiens à bien présenter devant le client. Guizdo, comment dire? Tu es connu. Et alors? Une ligne impeccable, moi. Attends un peu, c'est pour moi que tu dis ça? Mais il n'a pas pour autant le rôle d'un animal dans l'équipe. C'est vraiment un subalterne. Le remplacer par un animal ne marche pas. Que dire d'autre? Le dessin est superbe. Non, vraiment, c'est vraiment très beau. Ça rendrait magnifiquement sur grand écran. C'est bien pour ça que le long métrage est en CGI. C'est très logique. Il est difficile de déterminer la place de son métrage dans la chronologie. Il n'y a aucune référence dedans aux acquis de la série. Et on pourrait croire que les deux se passent dans une continuité différente. Mais les scénaristes de la série ont veillé au grain. Ils ont changé le nom et le background de la Marissou manquée pour nous convaincre que le film est une préquelle et que cette superbe rousse dont la coloration de cheveux prouve qu'elle est bien la fille de sa mère a en réalité été adoptée et était en fait la petite fille blonde qu'on voit dans le film. Pour les cheveux, vu que c'est un univers moyenâgeux, admettons que c'est les serviteurs de son oncle qui lui décoloraient les cheveux pour qu'elle ait pas l'air d'une sorcière. Pour le nom, admettons que Zoria soit un diminutif affectueux de Zoé. Mais c'est elle qui veut qu'on l'appelle Zoria la chasseresse. Son vrai nom, c'est Zoé. C'est celui qu'elle portait quand je l'ai adoptée. Là où c'est pas terrible, par contre, c'est que du coup, Janine abuse de reprocher aux héros d'avoir donné goût à Zoria à leur métier, puisque Zoria les a connus avant Janine et qu'elle avait envie de faire ce métier avant de les connaître eux. De toute façon, ça résout rien parce qu'on n'a vraiment pas le sentiment que les 2 saisons se passent dans la même continuité. Il y a les nains de Zimbrunel qui apparaissent dans les 2 saisons. Ils ont même retenu que Laurel c'était celle qui avait une forme d'olive. Mais qui dit continuité dit chronologie, et la chronologie pose problème. Il y a des épisodes comme le 46, 45 et 48 dont on peut deviner qu'ils se suivent et dans cet ordre-là à cause de cette histoire de mariage. Voyez-vous, ma fille se marie bientôt. Aussi, je cherche une auberge pour accueillir le banquet, mais également loger tous les invités. Et n'oubliez pas, on a un mariage demain. Les sacs de patates sont à la cave. On s'installe en ville, on multiplie les contrats et hop, on amasse les millions. C'est un triomphe, Yanchou. C'est pas de ça que je parle. À en croire les dialogues, la série se passe sur plusieurs années et Zaza grandit pas tellement. Le film est bien sinon, ils reprennent un gag qui était déjà dans la saison 1. Mais ils le font tellement mieux et c'est tellement dommage qu'il soit pas inédit. C'est quoi ce petit arbre là à côté du dragon? Ça vous donne une idée de l'échelle, valeureux chevalier. Et ça, c'est quoi? Ça? On dirait, attends voir... c'est... un arbre. Ça doit être pour donner l'échelle, ça.
Waouh! Ce dragon est immense! Remarque, on sait pas si le gag a d'abord été écrit pour le film ou pour la série. C'est difficile à déterminer, s'agissant d'une étape aussi précoce que l'écriture du script. En tout cas, le film et la saison 2 ont clairement été faits pour aller ensemble. Sinon, la musique est absolument superbe. Et le générique, chanté par The Cure, en jette, même si les paroles sont d'une cruauté terrible. En même temps, la série s'appelle Chasseur de dragons, ça allait pas être les dragons sont nos amis, il faut les aimer aussi. Écoute, Lianshu, les dragons, il faut les chasser. C'est méchant, les dragons, ça détruit les villages, ça bouffe tout le monde, ça ne se lave jamais les pieds, et puis aussi, ça sent mauvais sous les bras. Et je parle pas du reste, hein. D'ailleurs, il y a pas mal de dragons morts, effectivement. Il y a même des humains morts aussi. Bref, une série atypique, mais dont les ressorts sont somme toute assez simples, et qui mérite qu'on s'en souvienne. Maille à l'envers, maille à l'endroit, aubergiste est toujours maître chez soi. Le sale petit gamin. Tes émotions sont pures, Zoria. Les dragons sont sensibles à ça. Chris, je n'ai pas confiance. Je n'aime pas sa tête de condor bigleux. Les super nanas, elles veulent toutes vous révéler leur identité secrète. À mon avis, elles doivent se dire que ça vous rapprochera d'elles. Désolé, la techno, ce n'est pas trop mon truc. Alors, qu'est-ce que tu dis de ça, hein, Guizdo? Ça t'embouche à quoi, pas vrai? L'humanité ne peut rien obtenir sans donner quelque chose en retour. Pour chaque chose reçue, il faut en abandonner une autre de même valeur. En alchimie, c'est la loi fondamentale de l'échange équivalent. À cette époque, nous pensions que c'était la seule et unique vérité au monde. Nous nous trompions, mais il a fallu céder quelque chose pour l'apprendre. Presque toutes les nuits, je fais un cauchemar où je le vois mourir. Mendoza. Cet homme était-il mon père? J'ai pourtant fait ce que ma mère m'a demandé, amasser un trésor et de la sagesse. Madame votre mère, qui a tout mon respect au passage, doit bien savoir que l'or corrompt les âmes, elle. Oui, elle devait sûrement vouloir parler d'un trésor de sagesse. Mais c'est bien sûr un trésor de sagesse. Ah là là, j'avais rien compris. Ah.